Bonjour et bienvenue dans Multijoueur. On vous propose cette fois une émission un petit peu spéciale sous la forme d'un entretien que nous a accordé Xavier Poix, le directeur des studios Ubisoft France, Europe du Sud et Chine. L'occasion de revenir sur la situation sociale qui ébranle l'éditeur français ces dernières semaines, les rumeurs de rachat, le décalage de Assassin's Creed Shadows à l'année prochaine et évidemment sur d'autres sujets qui secouent l'éditeur. On revient avec lui dans un long entretien qu'il nous a accordé en exclusivité. Xavier Poix, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des studios Ubisoft en France, en Europe du Sud et en Chine. Ça fait un très large spectre. Depuis de nombreuses années chez Ubisoft pour produire des jeux, pour les superviser. C'est la Paris Games Week en ce moment et jusqu'à dimanche. Comment elle se passe cette Paris Games Week ? Superbe, c'est le grand événement du jeu vidéo en France, qui est devenu d'ailleurs un événement mondial, auquel on est vraiment ravis de participer. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer les joueuses, rencontrer les joueurs, montrer nos jeux, montrer nos talents, parler aussi de sujets qui sont un petit peu en dehors du jeu vidéo, mais très très sensibles dans nos équipes. Par exemple, l'accessibilité aussi de nos jeux, ce qui est un des focus cette année, mais surtout montrer nos jeux et à la rencontre des joueurs. On va parler d'Assassin's Creed, on va parler de Rainbow Six, on va parler de Just Dance également, qui fête ses 15 ans cette année. Déjà. Et qui fait souvent la fête et souvent le show à la Paris Games Week. Alors, on dit que c'est la fête du jeu vidéo à Paris. C'est vrai que pour les joueurs, c'est très sympa. Il y a beaucoup de jeux à tester. Pour l'industrie, en ce moment, c'est un petit peu plus moribond. Comment est-ce que vous voyez justement l'état de l'industrie en ce moment ? On parle plus souvent de licenciements, de crise. Elle se porte comment, l'industrie du jeu vidéo ? Alors déjà, l'industrie du jeu vidéo, c'est quand même une industrie très très dynamique depuis 40 ans. 180 milliards d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires. C'est également une industrie de 5 milliards de joueurs, donc qui n'a cessé de croître. Mais c'est une industrie très cyclique. Des cycles qui sont liés à des nouvelles plateformes qui arrivent, des nouvelles consoles qui peuvent arriver. La Wii avait élargi le spectre des joueurs avec les contrôleurs de mouvement. Le mobile, plus récemment, a également élargi le nombre de joueurs. Le online, également. Et à chaque fois, pour nous, c'est l'occasion de créer des marques, de faire rebondir nos marques, de rajouter des éléments de gameplay intéressants. Le online, par exemple, jouer à plusieurs, etc., ont été apportés par ces différents cycles. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une baisse de cycle, j'allais dire. Mais pour Ubisoft, à chaque fois, c'est une occasion de rebondir, une occasion de démontrer à quel point notre structure innovante, notre structure de studio internalisée est performante et nous permet de rebondir, de faire de la créativité et de l'innovation. Donc, on parle plus d'un tournant que d'une crise réelle ? Parce que c'est vrai, quand on en parle aujourd'hui pour le grand public, il faut le dire, vous parlez de jeux de créativité, mais on n'entend que des choses un peu négatives. Est-ce que c'est plus l'idée d'un tournant en ce moment dans l'industrie ? Oui, alors il y a la crise, puisque évidemment on voit des licenciements, on en annonce beaucoup. Il y a à peu près 10 000 licenciements dans l'industrie depuis 2-3 ans. Je pense que ça devrait être à peu près le même chiffre cette année, donc c'est assez évidemment terrible pour nous et pour les gens qui en sont victimes. En revanche, ça a été suite à de très grosse croissance dans le passé. Donc c'est une sorte de réajustement qui, effectivement, est un tournant pour nous, un tournant dans le jeu vidéo, mais pas que, dans d'autres industries créatives, type le cinéma. On est un petit peu face à cette blockbusterisation des marques, des grandes marques, qui sont évidemment plus industrielles, et cette volonté qu'on a au cœur d'Ubisoft de continuer dans cette industrialisation à proposer des innovations, bien évidemment, et des nouvelles façons de jouer. Est-ce que pour les joueurs, ça a quelque chose de rassurant ou d'inquiétant sur l'avenir ? Est-ce qu'on va avoir moins de jeux ? Est-ce qu'on va avoir des jeux différents ? Ça va être quoi pour le joueur qui, lui, entend ça ? Alors, il y a des milliers de jeux créés chaque année, donc il n'y aura jamais de pénurie de jeux. En revanche, cette blockbusterisation fait que les jeux, aujourd'hui, restent longtemps dans les mains des joueurs, deviennent online, donc on crée beaucoup de contenu pour ces jeux. Rainbow Six, qu'on présente à la Paris Games Week, en est un bon exemple. The Crew, Motorfest également. Ce sont des jeux qui vivent très longtemps et qui occupent évidemment du temps des joueurs. Donc il y a probablement un peu moins de place pour des nouvelles expériences. En revanche, on est les rois des nouvelles expériences. L'année dernière, c'était Prince of Persia, donc sur des formats un peu plus réduits. Aujourd'hui, notre stratégie, elle est assez simple. C'est aller vers l'open world, sur lequel on est fort. On a créé beaucoup de marques qui vivent aujourd'hui Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, par exemple, et des jeux live, donc des jeux qui vivent très très longtemps. Mais on n'oublie jamais les jeux créatifs. On va reparler de la créativité après. Il y a un jeu que les joueurs vont attendre, qui est un jeu très attendu, qu'on espérait voir à la Paris Games Week et pouvoir enfin y jouer. C'est Assassin's Creed Shadows, que vous avez repoussé au mois de février, qui devait sortir normalement mi-novembre. Pourquoi vous avez pris cette décision ?
Alors Assassin's Creed, c'est une des plus grosses marques de l'industrie et une des plus grosses pour Ubisoft. Cet épisode-là, Shadows, c'est le jeu le plus innovant et effectivement le jeu le plus ambitieux que Assassin's Creed a essayé de faire jusqu'à présent. Un open world, c'est une magie, quelque part. C'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire et comment on peut les faire. C'est des centaines de personnes qui travaillent dans différents studios sur le même jeu, qui créent des histoires, qui créent des personnages, qui créent des animations, des lieux très différents. Donc c'est un énorme monde. Et à un moment, tout converge. Et tout converge, et à ce moment-là, on réalise à quel point la qualité du jeu est là. On a souhaité décaler, puisqu'on imaginait que tous nos talents avaient encore envie, avaient encore besoin de peaufiner ce jeu afin qu'il devienne extraordinaire. Bah, justement, on disait qu'il était quasiment terminé. Le jeu, ces changements, ce temps supplémentaire, c'est quoi? C'est pour changer des points qui ont un peu cristallisé? C'est Non, pour améliorer quoi exactement? mais c'est pour améliorer tout. L'expérience globale, tout était effectivement prêt. En revanche, à mesure de faire jouer les joueurs, on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à améliorer dans la compréhension de certaines quêtes, dans la résolution de certains challenges qui sont donnés aux joueurs et dans la beauté de certains mondes. On veut juste faire beaucoup plus. C'est un jeu qui a beaucoup cristallisé sur le personnage de Yasuke, on a Oui. tout entendu. Vous avez compris que l'annulation de la participation d'Ubisoft, enfin au moins de la présence de Shadows au Tokyo Game Show, c'est-à-dire sur les terres où se déroule le jeu, a pu être comprise étrangement. C'est-à-dire qu'on s'est dit que vous n'osiez pas aller là où on vous reprochait justement de ne pas respecter les traditions. Vous l'avez pris comment, ça, cette critique? Alors, ce jeu, encore une fois, c'est assez impressionnant. On veut faire vivre une expérience dans le Japon médiéval, avec deux personnages de fiction, bien évidemment. Deux personnages, et c'est pour la première fois dans un jeu Assassin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer deux personnages qui ont deux gameplays différents. Un très Assassin's Creed-like, ninja style, et un autre qui est beaucoup plus force brute, samouraï. Moins Extrêmement traditionnel. intéressant. Et un peu moins traditionnel dans Mais l'environnement c'est peut-être Assassin's ça Creed. le point le petit point qui gênait certains joueurs là-bas? En tout cas, la décision elle a été plutôt liée au jeu lui-même et également liée au report. On voulait absolument et on veut absolument montrer le jeu tel qu'on a envie de le faire, avec le maximum de qualité que nos talents qui travaillent tous les jours dessus veulent accomplir. Donc on n'aura pas de changement sur la promesse et la trame initiale et sur les personnages? Non. Bon, attention, c'est noté, hein. Ça a aussi traduit quelque chose, l'affaire autour d'Assassin's Creed Shadows. On parle beaucoup donc de ce concept aujourd'hui qui est diversité, équité, inclusivité, dans le jeu vidéo. Vous avez été attaqué beaucoup par des groupes qu'on retrouve souvent dans les mêmes jeux, sur ce point, de vouloir en faire trop, d'aller trop dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer des super univers, des super histoires et de créer des nouvelles façons de jouer. Et nos équipes n'ont de cesse que de se dire quelle innovation je vais pouvoir apporter aux joueurs, quelle nouvelle façon de jouer je vais pouvoir proposer et quelle histoire je vais pouvoir raconter à nos joueurs. Donc c'est de la fiction, c'est de la volonté créatrice et on la met en général, et c'est le cas d'un assassin, dans un milieu historique. Dans un milieu historique où on apporte notre vision des choses. Dans le cas d'Assassin, on s'est basé sur l'existence d'un personnage historique et après sur lequel on a évidemment brodé des histoires afin de rendre la proposition vers le consommateur extrêmement satisfaisante. Donc vous leur répondez le droit à la créativité Bien là-dessus? évidemment. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus. Enfin, comment est-ce que vous percevez le fait qu'aujourd'hui, on les entend de plus en plus par rapport à. Bon, ils vous attaquent, vous, sur vos jeux, ils attaquent d'autres jeux. Ils ont attaqué aussi même Ghost of Yotei, qu'on a présenté comme le grand concurrent d'Assassin's Creed Shadows. On a l'impression aussi qu'il y a des jeux qui, pour éviter de se trouver confrontés à ces gens-là, reviennent un peu sur leurs propositions. C'est pour vous un danger pour l'industrie, ça ou pas? Moi, j'ai l'impression que ça démontre surtout à quel point le jeu vidéo aujourd'hui est dans l'imaginaire collectif, à quel point il est dans les occupations de tous les jours en termes d'entertainment, et à quel point il occupe la vie des gens, et donc à quel point ils se sentent véritablement impliqués. En fait, le consommateur de jeux vidéo, c'est pas un consommateur comme les autres dans d'autres domaines. C'est vraiment quelqu'un qui passe beaucoup de temps, qui a une intimité qui se lie avec le jeu vidéo, avec une marque. Et donc, c'est assez normal qu'ils se sentent évidemment et envie qu'on les écoute beaucoup, ce qu'on fait au maximum. Mais de là à aller parfois harceler des développeurs, s'en prendre à des équipes, il y a peut-être quand même un Ah, haut là à évidemment, mettre. Comment est-ce qu'on peut faire? nous, on condamne évidemment énormément tout ce qui est à ce niveau-là. On s'est exprimé largement sur le sujet. Je pense que c'est à toute l'industrie de s'organiser également pour que ça s'arrête et que ça ne soit plus le cas. C'est quoi, des plaintes, forcément? Comment est-ce qu'on peut sanctionner ces gens-là?
Comment est-ce qu'on peut les identifier et les sanctionner Alors, il y a déjà? évidemment un point de vue légal, tout d'abord, et là, chaque pays et chaque loi d'opérer et de se laisser opérer. Nous, aujourd'hui, notre community development, community management a un grand rôle, évidemment, pour monitorer tout ça et faire en sorte qu'on puisse répondre et qu'on puisse protéger surtout nos développeurs à travers le monde. C'est eux qui en souffrent le plus. Ouais. Il y a un jeu d'ailleurs qui a été aussi chez vous, qui a été attaqué pour les mêmes raisons, un peu près, enfin par le même groupe, pas pour les mêmes raisons. C'est Star Wars Outlaws, parce qu'il avait mis une héroïne en avant. Star Wars Outlaws, vous l'avez pas caché, c'est en deçà de ce que vous espériez. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est une question de sortie un peu trop estivale Alors, Star Wars, c'est un excellent jeu, c'est un très bon jeu. Il a été reconnu et notamment dans son, Hmm. j'allais dire, son hommage au monde de Star Wars, qui est comme un monde assez incroyable. Je pense que dans le milieu du jeu vidéo, et c'est probablement également dans le milieu du cinéma, une des plus belles marques qui ait été jamais créée. Et aujourd'hui, le jeu a vraiment prouvé qu'on avait été très bon à ce niveau-là, qu'on avait également créé des nouveautés qui aujourd'hui sont dans l'univers Star Wars. Donc de ce point de vue-là, c'était très bien. Le jeu avait quelques défauts, et notamment dans le démarrage du jeu, qu'on a aujourd'hui déjà modifié avec des updates Mm. du jeu. C'est une marque extraordinaire, Star Wars. Et on a toute confiance pour l'avenir, notamment avec l'arrivée pour les ventes de Noël et évidemment Thanksgiving, démarrage d'un grand public qui arrive et qui probablement n'était pas forcément là le jour du démarrage, mais qui sera là une fois qu'on aura fait les modifications nécessaires qui sont en cours aujourd'hui. Lui faire de la place, ça a été aussi une des raisons, ou ça a été pris en compte dans le décalage d'Assassin's Creed, ou pas? Ou vous n'aviez Non, pas pensé ça? chaque jeu est vraiment pensé comme une œuvre et on veut aller au bout de ce qu'on peut faire. Et donc, le décalage de Shadows est lié aux événements dont je vous ai parlé avant. C'est mieux, c'est mieux pour ça. Vous avez aussi changé votre politique ou votre relation, on va dire, face au store en ligne pour les jeux PC. Donc le jeu arrive, Star Wars, soudainement comme ça, ou ça va être un allié de plus pour vous? En fait, nous, on veut être sur toutes les plateformes et chaque plateforme a un certain public. Steam est une plateforme assez extraordinaire et qui a effectivement un public qui n'achète que sur Steam. Et aujourd'hui, on souhaite vraiment pouvoir élargir la demande sur ce jeu et donc arriver sur Steam est tout à fait naturel, un petit peu après le lancement officiel. Ça veut dire que vous mettez moins l'accent sur votre plateforme à vous, sur Ubisoft Connect, ou c'est juste des chemins différents? Ça veut dire surtout qu'on veut absolument pouvoir offrir tous nos grands jeux à l'ensemble de la clientèle et à l'ensemble des joueurs du monde entier. Je voudrais qu'on parle d'un jeu dont vous avez parlé au début, qui en effet a eu un énorme succès, a connu un énorme succès auprès de la presse, qui est Prince of Persia: The Lost Crown. Mais un peu pareil, énorme succès d'estime. Voilà, tout le monde Mm. se consent à dire que c'est un très très bon jeu, mais pareil, qui a eu du mal à trouver son public. Comment est-ce que vous expliquez ça, que ce jeu, qui en plus est une licence pour le coup, Prince of Persia, Oui. une licence Ubisoft très connue, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un décalage à ce moment-là entre l'accueil presse, parce que là pour le coup on est sur un jeu qui quand même est ouvert au plus grand nombre. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui ont cet accueil presse assez incroyable, qu'on avait vécu d'ailleurs sur Beyond Good and Evil, Mm. premier du nom, hein. Premier du nom, assez incroyable parmi les joueurs et pour des raisons qu'on comprend ou qu'on comprend moins, effectivement, n'arrive pas à rencontrer son public au niveau où on l'espérait. Prince of Persia était un pari. C'était un pari de recréer cette marque sur un segment de jeu relativement hardcore, le Metroidvania, et que l'équipe de Montpellier a fait à la perfection, et ça a été reconnu par tous. Effectivement, il n'a pas encore rencontré son public, mais tous les jeux classiques et de grande qualité en deviennent. Donc, deviennent un jeu classique qui devient une référence. Et aujourd'hui, on voit les ventes de Prince of Persia qui continuent, et le nouvel add-on qui a été détruit en début septembre remonte le dynamisme de la marque. Donc on a vraiment toute confiance sur les prochaines années pour que le jeu devienne évidemment pas forcément à la hauteur de ce qu'on espérait au début, mais en tout cas soit tout à fait... Ça avait mis un coup au moral des équipes, que ça ne parte pas aussi bien que la presse l'avait accueilli? Comment ça se passe dans ces cas-là pour une équipe comme Montpellier, qui était une petite équipe, hein, celle de Prince of Persia, faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Comment ils ont vécu ça? Alors c'est toujours extrêmement dommage pour nous, pour les équipes évidemment qui ont investi énormément de leur temps. En revanche, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les joueurs, c'est le sentiment des joueurs, c'est le sentiment de la presse. On travaille pour les joueurs, on travaille pour recevoir ces félicitations. Et encore une fois, on a confiance que sur le long terme, le jeu puisse vraiment rencontrer son public. Oui, parce que vous travaillez aussi pour que ça se vende et que Évidemment. les joueurs l'achètent. Donc c'est aussi un élément important. Est-ce que c'est vrai que vous avez démantelé cette équipe ou pas à Montpellier? Alors,
Un studio, ça vit. Un studio, c'est plusieurs marques, plusieurs jeux. Il était prévu à la fin du DLC, donc qu'on a sorti en septembre, que l'équipe puisse ensuite s'orienter sur d'autres jeux. C'est une équipe extraordinaire et c'est des individus également extraordinaires. Donc on essaie de trouver pour chacun le meilleur poste pour qu'il puisse apporter toute sa créativité et toute l'expérience qu'il a acquise sur Prince of Persia dans un nouveau jeu de Montpellier ou d'ailleurs. Ah, de Montpellier, c'est quoi le de Montpellier? Parce que Le studio de je suis Montpellier. obligée de parler de Beyond Good and Evil 2. Vous les avez mis dessus ou pas? Est-ce que le Alors, jeu, l'année dernière, on s'est vu, vous m'aviez dit que le jeu existait toujours. le jeu existe toujours, le jeu est toujours dans une phase de pré-production, donc une phase où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut viser, on sait comment le viser. Maintenant, il faut qu'on construise les outils pour le faire et en train d'affiner différents aspects du jeu. On a eu le renfort de nouvelles personnes dans l'équipe très récemment, donc il va également nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite. Mais c'est un jeu d'une ambition telle qui n'existe pas dans l'industrie, adoubé d'un lore, donc d'un univers BGE comme vous le connaissez, et qu'on a extrêmement étendu, qu'on avait présenté à l'E3 en 2017 et 2018. Ça commence à remonte remonter un hein. petit peu quand Mais même. on y croit toujours et on croit qu'il fera un énorme succès le jour où il sera lancé. On veut prendre notre temps parce que ces jeux-là sont vraiment des bijoux et qu'il faut qu'on sache j'allais dire, si c'est un diamant, en tout cas le tailler de la bonne façon. Ça fait 10 ans quand même que vous êtes dessus, donc à un moment, il va falloir quand même nous en Nous montrer un sommes petit peu plus. Nous sommes d'accord. Une partie de l'équipe apparemment serait sur Rayman, le remake de Rayman que vous avez officialisé juste avant qu'on enregistre cette interview. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une partie de l'équipe qui est partie sur Rayman ou pas, Alors, de l'équipe de Montpellier? Alors déjà, Rayman, c'est une des marques fétiches d'Ubisoft et une de celles qui a construit Ubisoft, qui démontre tout notre pouvoir de création, pouvoir d'innovation. Il y a 10-12 ans, on avait refait naître la marque avec Rayman Origins et Rayman Legends, qui sont vendus à 5 et 10 millions d'exemplaires. Donc évidemment, on réfléchit beaucoup à l'avenir de Rayman. On a plein d'idées en permanence. D'ailleurs, il était dans Rabbids Sparks of Hope l'année dernière, dans DLC, donc un petit clin d'œil aux deux jeux et aux équipes qui les ont produites. Aujourd'hui, on a décidé effectivement de démarrer des réflexions pour l'avenir de Rayman et certains des grands talents de Prince of Persia rejoindront l'équipe ou ont rejoint l'équipe. Voilà, qui est fait à Milan. Vous n'avez pas caché, je suis obligée de vous demander, vous avez fait appel à Michel Ancel en tant que consultant, qui est le créateur de Rayman. Michel Ancel, c'est un talent emblématique d'Ubisoft. On sait aussi que les dernières années n'ont pas été faciles, qu'il y a eu quelques problèmes. Vous n'avez pas peur, justement, que son retour, même si c'est un peu de loin, pose certains problèmes à des équipes, notamment des gens qui viennent de Montpellier? Alors, Michel n'est pas présent du tout dans les équipes. On fait appel à son talent et à l'historique qu'il a développé sur Rayman. Rayman, c'est une marque extrêmement impressionnante, avec un lore et un univers assez fou. Et on a eu besoin de ces talents, justement, pour être consistant avec le passé, les anciens jeux, et le nouveau jeu que veut faire l'équipe de Montpellier et l'équipe de Milan. C'est quoi ce nouveau jeu? Alors, c'est Rayman. C'est ça, maintenant, vous pouvez nous Je le serais dire. ravi d'en parler un peu plus une prochaine fois, mais pas aujourd'hui. Ah bon, En tout cas, l'année prochaine, c'est une promesse. on sera. Ah, en tout cas, c'est noté. Maintenant, c'est enregistré, vous savez. Justement, on parle du remake de Rayman. Donc, vous allez vous appuyer sur une licence connue et qui fonctionne. Les derniers jeux, on l'a dit, donc Star Wars, Prince of Persia, même The Crew Motorfest et Avatar, qui est une licence, ça n'a pas forcément été les gros succès que vous avez connus par le passé. Ça n'a pas été forcément des gros succès d'accueil. Ça a été un peu froid. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Ubisoft? Pourquoi vous n'arrivez plus à nous sortir le jeu qui fait l'unanimité, qui cartonne en vente, qui cartonne auprès de tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci d'image de ces dernières années? Est-ce que votre image, elle est un peu abîmée par les affaires? Pourquoi à chaque fois qu'il y a un jeu Ubisoft qui arrive, l'accueil, il est froid? Alors, on essaie de se transformer chez Ubisoft. On est face à ce dont on parlait au début de l'émission, à savoir un marché qui change, un nouveau cycle qui se crée. Encore une fois, on est en train de se transformer pour rebondir sur ce nouveau cycle, retrouver la confiance des joueurs pour certaines de nos marques et ceux qui ont été un petit peu entachés dans le passé, mais surtout permettre à nos développeurs, à nos studios de par le monde et nos talents de créer les innovations de demain. Et c'est aujourd'hui notre énergie est dépensée à ça. Il y a beaucoup de jeux qui sont aujourd'hui en construction, j'allais dire, qui ne sont pas du tout officiels, mais qui vont démontrer que la transformation qui est en cours aujourd'hui
nous réoriente vers le succès du passé, cette innovation, encore une fois, sur les axes de l'open world, sur les axes des jeux live Mm. et sur quelques pépites dont on parlera prochainement. Mais justement, tout ça, alors je sais que vous travaillez beaucoup sur l'intelligence artificielle, l'ajout de l'IA aussi bien dans la créativité, enfin dans la création des mondes que dans le jeu. L'IA, ça remplace pas la créativité. On vous a aussi reproché dans ce qu'on entend souvent alors je vais pas dire de recycler, mais il y a un peu de ça, des univers, des mécaniques de jeu qu'on comprend. C'est vrai qu'on n'a pas eu récemment ce qui aussi avait fait votre succès, c'est un soldat inconnu, un Child of Light. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez cette critique sur la créativité? Ça veut dire qu'il faut qu'on attende? C'est un cycle aussi pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a pu ça? On ne peut plus parler d'Ubisoft en termes d'innovation vraiment sur la créativité des jeux. Alors, Prince of Persia est un bon contre-exemple de ce dont on vient de parler. Mais en revanche, comme je disais tout à l'heure, il y a différents segments qui prennent du temps en fait, pour nos développeurs à acquérir. On a parlé des jeux 2, qui est un jeu extrêmement innovant, extrêmement ambitieux. Le prochain Rayman, c'est une promesse également. Oui, mais si c'est un remake, ce ne sera pas forcément créatif. Personne n'a dit que c'est un remake pour l'instant. Donc, on arrivera à vous montrer à quel point il y a de l'innovation dans ce jeu, bien évidemment. Non, je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, l'industrie est à un tournant, à la fin d'un cycle. Un autre cycle démarre et sur lequel on sera prêt. Et on sera prêt avec la création et l'innovation qui a toujours été le fer de lance d'Ubi. Et à chaque fois, encore une fois, à chacun de ces cycles, on a démontré notre pouvoir créatif dans l'ensemble des studios. Donc on attend la fin d'un cycle. Il y a un sujet que je suis obligée d'aborder avec vous, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, Ubisoft, c'est la crise sociale que vous traversez. Il y a une grogne des salariés, il y a une grève qui est annoncée. Il y a eu beaucoup de facteurs ces derniers temps qui ont déclenché ça, mais il y a notamment l'annonce de l'arrêt du télétravail auquel vous aviez, à 100%, auquel vous aviez habitué vos salariés. Il y avait une ambiance déjà un peu tendue, ça n'a pas dû calmer les esprits, ces annonces-là. Alors, effectivement, il y a eu une grève la semaine dernière, et c'est tout à fait compréhensible quand on pense à tout l'écosystème du jeu vidéo aujourd'hui, qui est un petit peu en difficulté. En revanche, on ne parlait pas tout à fait de ça, c'est un retour pas au travail, puisque le travail était déjà hybride en fait. Et on est très attaché au travail hybride qui est né un petit peu des années Covid. Le système en France, c'était de travailler 2 jours au bureau et 3 jours à la maison. On veut rééquilibrer un petit peu pour être davantage tous ensemble pour créer nos jeux, parce qu'on estime que c'est vraiment la seule façon de bien les produire. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, et la décision prise, c'était 2-3 jours au bureau et 2 jours à la maison. On est dans cette phase d'annonce. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment co-construire toute la mise en place de ce système avec les représentants élus de nos salariés et avec l'ensemble des collaborateurs. Ça veut dire que vous allez les recevoir pour parler avec eux, mais ça concerne que la France, cette situation, ou ça concerne... Parce que Ubisoft, ce n'est pas que la France, c'est des 18 000 salariés partout dans le monde. Ça veut dire que c'est une situation qui s'applique à tout le monde, là, ce que vous me dites, ou à la France seulement? Alors, le retour, dans les locaux 3 jours par semaine est mondial, et une implémentation mondiale. Il y a déjà des pays qui n'y étaient pas, étaient déjà à 4 jours ou 5 jours parfois. Pour les pays qui n'y étaient pas, effectivement, c'est ce qu'on va faire. La France est dans un cas particulier, effectivement, de 2 jours au bureau, qui vont passer à 3 jours, et est en train de réfléchir à comment mettre cette mise en place. Et encore une fois, maintenant, c'est la co-construction avec les salariés, c'est la phase 2 qui commence aujourd'hui, et on est tout à fait conscient des problématiques qui peuvent être liées pour certaines des personnes qui ont un peu adapté leur vie différemment. Vous comprenez que ça râle? Bien sûr. Ça veut dire quoi, co-construire? Ça veut dire que vous allez faire des réunions avec les syndicats? Qu'est-ce qui va se passer là? C'est quoi l'étape suivante? C'est tout à fait ça. C'est des réunions qui ont déjà d'ailleurs commencé avec certains collaborateurs, avec évidemment les syndicats et les représentations de nos salariés. Et c'est un travail assez long. On va prendre notre temps puisqu'on veut que ça soit très très bien fait. Ce sera pour tous les métiers chez Ubisoft? Ce sera pour tous les métiers chez Ubisoft. Vous savez qu'on vous a accusé en poussant au retour à faire un plan de départ déguisé. C'est vrai que les licenciements, c'est pas forcément... Vous n'êtes pas le principal acteur mondial du licenciement dans l'industrie. Est-ce que c'est vrai? Vous allez me dire que non. Mais est-ce que vous comprenez qu'on se dise que une entreprise, un paquebot pareil, qui en ce moment ne se porte pas forcément bien, en forçant les salariés à revenir au bureau, et bien finalement on les incite à partir? Alors Ubisoft n'a jamais fait de licenciement massif, au défaut de beaucoup d'autres dans l'industrie, et on défend encore une fois notre stratégie unique d'être construction de studios, internalisation de studios. On est aujourd'hui 19 000, dont à peu près 15 000 personnes qui travaillent dans les studios, et on veut absolument maintenir cette force de production interne
qui, encore une fois, pour chacun des cycles, nous permet d'innover, de créer des marques et de les développer. Euh, Oui, Pardon. vas-y. Donc il ne s'agit en aucun cas de déguiser quoi que ce soit. Au contraire, encore une fois, le travail en commun d'un jeu vidéo, c'est la clé de son succès. C'est une équipe qui travaille bien ensemble, évidemment. C'est les seniors qui peuvent montrer aux juniors qui viennent d'arriver, qui arrivent également en flux constant chez Ubisoft. Les outils, c'est de la formation, c'est une nécessité qu'on a. Donc ça n'a rien à voir avec une autre décision. Et on est ravis que la plupart de nos salariés également embrassent totalement cette idée-là et cette direction. On va vraiment, encore une fois, travailler avec les instances et avec les salariés pour que tout le monde soit satisfait de cette mesure. Donc, vous pouvez rassurer les salariés français, parce que c'est eux qui vont nous écouter, il ne va pas y avoir de plan de licenciement là? Je Ou peux pas? surtout les rassurer qu'aujourd'hui, puisqu'on parlait du retour au bureau, qu'il s'agit de revenir travailler 3 jours au bureau et à la place de 2 auparavant. Est-ce qu'avec du recul, face à cette situation, face au mouvement de grève, vous pensez que vous avez bien géré la situation dans les annonces? Alors, on n'a pas forcément. C'est toujours des communications assez difficiles. Là, dans le cas de cette communication-là, il s'agissait de faire une communication globale, mondiale, pour l'ensemble des salariés, qui n'avait pas encore pris en compte tous les cas particuliers, évidemment, de chacun. C'est ce qui a pu probablement être sujet à beaucoup d'inquiétudes et ce qu'on comprend tout à fait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, encore une fois, avec l'ensemble des salariés. Donc discuter, vous êtes ouvert à ce qu'ils viennent, toquer à votre porte pour vous dire, voilà, on rediscute un peu de la mise en place de ce nouveau Tout à plan de fait. travail? La mise en place, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, localement, studio par studio, sur le choix des jours qui vont être choisis pour travailler tous ensemble, puisque c'est ce qu'on veut réussir à faire. Et vous cherchez quoi? Un plan, national ou ça va parce qu'il y a plein de studios Ubisoft en France, donc qui ont sans doute des priorités et puis en ce moment des objectifs de travail différents, parce que ça bouleverse des vies quand même tout ça. Vous allez faire du cas par cas en fonction des studios ou ça va être En tout cas, ça une, fera partie des sujets de discussion. Est-ce que c'est le choix de ces 3 jours, par exemple, va être localisé au niveau des studios ou va être plutôt national? Nous, on est vraiment dans une approche assez pragmatique et vraiment flexible à ce niveau-là. vous le sentez le malaise dans les studios? Dans les différents studios quand il y a voilà, quand ça sort dans la presse, qu'il y a un mal-être, sur des projets qui sont avortés, sur des projets qui traînent, sur des projets qui changent? Comment est-ce que vous percevez ça, vous qui êtes responsable des studios justement? Ça doit pas être la chose la plus agréable? Oui, le mal-être principal, c'est qu'on arrête de parler de nos jeux, en fait, de manière générale, et que aujourd'hui, les discussions soient sur d'autres domaines qui touchent les gens, bien évidemment. Je pense que la majorité d'entre nous, dans les studios, ne rêvent que d'on parle de jeux. En revanche, on ne peut pas parler de tout. Comme vous le savez, il y a plein de jeux qui sont en construction, qui sont secrets. Et Allez-y, donc, il y hein. a une certaine frustration, probablement aussi, à ne pas pouvoir en parler. L'annonce de Rayman hier va faire un grand bien à beaucoup de gens qui travaillent dessus. On va enfin en savoir plus sur Rayman. Situation sociale compliquée chez Ubisoft, situation, financière, économique aussi. Vous avez connu des périodes, plus florissantes, notamment à la bourse. C'est pareil, on entend parler de beaucoup de choses à ce niveau-là, la grogne des actionnaires, la participation de Tencent qui devrait, se montrer, plus importante financièrement et on parle aussi fonctionnellement, d'une négociation d'un départ d'Yves Guillemot. C'est quoi tout ça, le vrai du faux? Il y a du vrai, il y a du faux dans tout ça? Ouais, je ne vais pas commenter sur l'ensemble des rumeurs du marché et qui sont nombreuses. Nous, en tout cas, on est dans la suite de notre stratégie qui, encore une fois, s'oriente vers la fin de ce cycle et le démarrage du nouveau cycle. Un focus sur l'open world, là où on a démontré à nos joueurs qu'on était très talentueux et qu'on veut encore faire progresser. Et Shadow sera un très très bon exemple du renouveau à ce niveau-là et du renouveau de la créativité sur d'autres domaines, qui soient sur les jeux à service. Récemment, sur The Crew, qui fête ses 1 an, on aura proposé aux joueurs la plus grande update jamais réalisée sur ce jeu. Et les joueurs sont là et comprennent. Et ce qui compte pour nous, c'est les fans et la relation que nos développeurs ont avec ces fans. Est-ce que chez Ubisoft, on est prêt, à envisager d'être acheté si ça permet, voilà, la sérénité de travail? Notre modèle, c'est la construction interne de nos studios. C'est vraiment pouvoir gérer les innovations de demain, les préparer, investir sur les bons domaines. C'est pas quelque chose de facile, il n'y a pas de science exacte dans le jeu vidéo, mais en tout cas, c'est notre focus. Donc, tant qu'on peut sauvegarder notre modèle, et c'est ce qu'on veut faire, je pense que la plupart des employés d'Ubi seront ravis. Et encore une fois, c'est un fleuron de l'industrie, c'est de la créativité. L'impression que je pense que le jeu vidéo, quelque part, a probablement a été créé pour la France, parce que c'est au carrefour
de quantité d'art, d'industrie créative que la France sait posséder, sait exporter. Les JO cette année ont démontré également qu'un de nos personnages clés d'Assassin's Creed était présenté. Là, c'est un Sacrée excellent vedette, hommage hein. pour nos équipes. Donc voilà, on parlait de choses un peu négatives, on peut parler aussi de choses extrêmement positives, qui sont la valorisation de nos développeurs, de leur travail quotidien, des créations qu'on peut faire. Savoir qu'on est à l'inauguration des Jeux Olympiques avec un de nos personnages phares qui représente à la fois notre pays et la ville de Paris était extrêmement impressionnant et agréable pour tout le monde. Donc la sérénité dans les studios, quel que soit le chapeau au-dessus de tout le monde. C'est ça, en fait. Tant que Mais les il y a de la studios, sérénité dans les studios, c'est le jeu sur lequel les gens travaillent qui aujourd'hui les occupe. Et c'est notre capacité, effectivement, à développer des bons jeux pour que chacun soit gagnant in fine. On a entendu dans les années de la Paris Games Week, sur Tekken.co, on est allé voir justement d'autres développeurs, d'autres studios qui ne sont pas Ubisoft. Ils ont tous une crainte, justement, c'est qu'Ubisoft s'écroule, parce que c'est le fleuron, comme vous l'avez dit, c'est le fleuron aussi du jeu vidéo français, et que ça entraîne à sa suite tout le jeu vidéo français. C'est une pression sur vos épaules, vous comprenez leur peur de voir le leader du jeu vidéo français malmené comme ça. Qu'est-ce que vous avez pour les rassurer ? Bien évidemment, nous on est également très sensibles à la fermeture de tous les studios indépendants qui sont autour de nous et dont on connaît souvent différentes personnes. C'est toujours un problème. On a conscience de la valeur d'Ubisoft et du pouvoir d'entraînement d'Ubisoft. C'est pour ça qu'on se bat au quotidien pour travailler, pour créer les meilleurs jeux de demain. Donc c'est quoi ? C'est votre rôle de leader ? Comment ça peut se traduire justement pour aider les petits qui ne sont pas chez vous, mais en tant que rôle modèle peut-être. Oui, c'est démontrer qu'on est capable en France de créer des blockbusters de demain, ce qui a été le cas dans le passé et ce qui est dans le cas aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler maintes fois. Mais c'est également tout l'écosystème du jeu vidéo en France qui est important. Le CGV notamment, qui a été d'une grande aide à la fois pour le développement des studios français d'Ubisoft, mais de tous ces studios indépendants et de la force du jeu vidéo. Le jeu vidéo en France, c'est un vrai écosystème, c'est des écoles. Et aujourd'hui, le CGV est un poids extrêmement important dans notre capacité à innover, dans notre capacité à se développer et notre capacité également à prendre des risques pour les joueurs. Comment ça s'annonce les prochains mois chez Ubisoft ? On attend impatiemment la sortie de Shadows. Arrêtez de le reporter alors. Il est là, il se peaufine, il est dans le four et le four chauffe. Beaucoup de gens travaillent, que ce soit dans les studios français ou les studios mondiaux, sur Assassin. On peaufine l'expérience sur Shadows et sur Outlaws. Outlaws, pardon. C'est les O's. Il y a toujours trop de O's. Évidemment, pour que le jeu soit parfait à Noël, comme on a su le faire depuis quelques mois déjà. Et évidemment, sur l'ensemble du reste des projets qui souvent n'ont pas été annoncés, les équipes travaillent d'arrache-pied. Bon, ça veut dire quoi ? Vous serrez les temps, vous baissez la tête encore pour laisser passer l'orage ? On a une embellie vous croyez en une embellie pour 2025 ? On y croit, qu'on est content. On est content de développer. C'est une chance, le jeu vidéo aussi. C'est le carrefour, encore une fois, de beaucoup de technologies, de beaucoup d'art, de beaucoup de différents métiers. Et c'est une chance qu'on a de pouvoir le faire, je pense, dans les studios. Et voilà, c'est cette chance qu'on essaye de faire perdurer. On a des choses à régler, évidemment. On a une transformation à faire chez Ubisoft. On est concentré dessus. Donc les salariés, les fans peuvent être assurés. Tout se portera bien dans les prochains mois pour Ubisoft. En tout cas, on donnera toute l'énergie nécessaire pour le faire. Xavier Poix, merci beaucoup d'être venu. Donc vous êtes directeur des studios Ubisoft France, Europe du Sud et Chine, ce qui fait un large panel. Merci beaucoup. Merci Mélida.